Bonjour, bonjour, je suis si heureuse de vous retrouver et je voulais vous remercier pour vos gentils messages qui me confortent dans l'écriture de mes mémoires. Ah, avant d'entamer ce nouveau chapitre, je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas d'Argentin dans la salle. Ah, monsieur, vous êtes... Votre maman était d'origine portugaise. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fiche? Je parle d'Argentin. Et on s'étonne après que les gens ne se comprennent pas. Bon, j'ai du pain sur la planche, alors si vous le voulez bien, reprenons là où je m'étais arrêtée. Après la naissance de ma fille Flora, en août 1919, s'ouvrit pour moi une période de bonheur, de plaisir et même d'euphorie qui correspondait à ce que vivait la France et le monde entier après cette période abominable de guerre et d'épidémie. Nous étions tous survoltés, voulant dévorer la vie à pleines dents, goûter à tous les plaisirs et découvrir toutes les nouveautés qui apparaissaient chaque jour dans tous les domaines, la culture, le sport, la technologie, la médecine, la mode. Le monde était ivre, le monde était fou. Et ces années uniques, comprises entre 1920 et 1929, que nous ne revivrons jamais, furent vraiment des années folles. J'avais une chance inouïe, puisque je vivais avec Max, entre le château et le haras de son père, avec notre adorable petite fille, qui était totalement couvée par mes grands-parents, par ma mère et par toute la maisonnée, comme je l'avais été moi-même. Hormis l'absence de mon père, que nous ressentions tous profondément, tout était redevenu comme avant au château. Et même Attila, qui était parti en Roumanie en 1916 pour combattre aux côtés de son pays, était revenu vivre avec nous, avec une belle balafre sur la joue qui le rendait encore plus impressionnant. Les seuls mots qu'il prononça en nous retrouvant furent « vraie famille ici ». C'était déjà énorme pour lui. Le château avait cessé d'être un hôpital dès septembre 1919. Et mes grands-parents organisèrent une fête à tout casser avec leurs amis et tous les habitants du village dans la salle de bal qui, après avoir été le théâtre de beaucoup de souffrances, retrouvait enfin tout son éclat et sa joie. Pendant cette fête somptueuse, on pouvait croiser Mistinguette, ma marraine, qui 20 ans après ma naissance avait toujours la même énergie vitale et le désir de séduire et de mordre la vie. Et accessoirement, le jeune instituteur qui venait d'arriver au village et qui était pétrifié devant ce monstre sacré. Sacha Guitry nous fit l'immense plaisir de venir entre deux représentations de sa pièce « Je t'aime » qu'il donnait au théâtre Édouard VII à Paris avec sa femme Yvonne Printemps. Cette dernière disparut d'ailleurs pendant 2 heures et en allant chercher un châle dans ma chambre, je crus l'apercevoir sortir de la cave avec un Attila rouge tomate et légèrement débraillé pendant que Sacha dans le grand salon faisait rire à gorge déployée tous les invités. Mais j'ai sûrement rêvé. Comme je l'ai déjà raconté, mon grand-père connaissait le tout Paris des arts, des divertissements et des affaires, puisque ses inventions étaient utilisées aussi bien pour creuser de nouvelles lignes du métropolitain que pour créer des machines qui faisaient descendre ou monter les décors de scène, ou encore pour rendre souple l'aluminium des tubes de peinture utilisés par nos peintres de génie. Cet homme qui, au quotidien, était d'un sérieux à toute épreuve, uniquement occupé à réfléchir à de nouvelles idées, se transformait du tout au tout dès qu'il avait bu 2 verres de champagne. Pas 1, pas 3, 2. Et quand je dis du tout au tout, c'était impressionnant, voire légèrement inquiétant. En effet, certains sous l'effet de l'alcool deviennent violents, ou sont malades, ou totalement éteints. Eh bien, pour mon grand-père, c'était tout le contraire. Lorsque par malheur, il allait au restaurant avec des amis et que malgré les mises en garde soutenues de ma grand-mère, il buvait ces fameux 2 verres, lui qui, en temps normal, était cordial certes, mais surtout très bien élevé, diplomate et toujours un peu sur la réserve, se métamorphosait en un joyeux de riz totalement désinhibé qui tapait dans le dos des artistes, n'hésitait pas à monter sur les tables pour danser une gigue et inviter des tablées entières à la coupole en leur faisant chanter avec lui des chansons paillardes et proposant dans la foulée à toute la faune artistique foisonnante et hétéroclite du Paris des années 20 de venir à la grande fête du château où on s'amuserait jusqu'au bout de la nuit. Le problème était qu'une fois dégrisé, non seulement il ne se souvenait plus de rien, mais de plus il n'avait aucune envie de voir des dizaines de personnes inconnues pour la plupart débarquer au château. Toutefois, étant un homme d'honneur, une parole étant une parole, il se mettait les soirs de réception sur le perron, en habit, droit comme un nid, pour accueillir aussi bien Matisse, Marcel Pagnol, Scott Fitzgerald, Cocteau, Elsa Schiaparelli, Fujita ou Gertrude Stein, que Froufrou le travesti, arrivant en boa et robe lamée sur des bras poilus de catcheur, Ninon et Lison, 2 sœurs jumelles très cotées pour leur savoir-faire en duo avec les messieurs, ou encore Vague à l'âme, une chanteuse réaliste n'ayant pas percé et décidée à déverser en torrents vocaux inaudibles les souffrances de sa vie. Tous ces gens, mélangés aux habitants du village médusé ainsi qu'aux grands capitaines de l'industrie, envahissaient le château pour des soirées insensées qui ne finissaient qu'à l'aube et où la salle de bal retrouvait à nouveau des allures d'hôpital puisque gisaient un peu partout des corps, parfois entremêlés, de créatures en tout genre, qu'il fallait littéralement porter jusqu'à la cuisine afin que le café noir ébène de Sidonie les requinques
au moins jusqu'à la gare. Pour tout le monde, ces années folles furent exceptionnelles. Quel qu'ait été votre âge, votre classe sociale, votre nationalité, vos goûts artistiques ou vos préférences sexuelles. Bien entendu, comme d'habitude, les gens les plus aisés en profitèrent davantage, mais même les gens de milieux très modestes trouvaient du travail très facilement à cette période d'intense reprise économique et pouvaient donc jouir de distractions auxquelles ils n'avaient pas eu accès jusque-là. Et vous pouviez, en partant de rien, bâtir un empire ou un mythe. Il suffisait d'un peu de talent, d'une idée de génie et d'un physique un peu avantageux, et surtout de beaucoup de culot pour se faire un nom ou pour faire fortune, bref, pour arriver. Arriver, mais à quoi ? Mais arriver à être une étoile du music-hall comme Joséphine Baker, femme hors du commun qui, malgré toutes les difficultés qu'elle rencontra, réussit à devenir la reine de Paris, avec pour couronne une ceinture de banane autour de la taille, qui donna à toutes les femmes l'envie de libérer leur corps de toute entrave. Arriver à être un aviateur célèbre, comme Jean Mermoz, fils de maître d'hôtel, qui malgré des débuts difficiles s'accrocha à son rêve. Arriver à être l'impératrice de la mode comme Coco Chanel, qui l'avait, elle, ce culot insensé, mais surtout la rage de réussir et un talent fabuleux. Bref, tant de succès, tant de destins inimaginables virent le jour, en cette période où tout était possible et où la frénésie de vivre vous portait au quotidien. Au château, lorsqu'il n'y avait pas de fête, la vie avait donc repris son cours. Ma mère, étant un peu désœuvrée depuis qu'elle n'avait plus de blessés à soigner, avait décidé d'enseigner la musique, comme autrefois mon père, aux enfants du village qui adoraient ses leçons. C'est ainsi qu'elle dégota un jeune prodige du piano dont j'aurai l'occasion de vous parler plus tard. Claudine consacrait désormais tout son temps à l'écriture en tant que journaliste et auteur de romans d'espionnage, et mes cousins, Titus et Tancred, étaient revenus d'Amérique, apportant dans leur bagage un phonographe dernier cri et les disques d'une musique irrésistible qu'on appelait le Charleston et qui vous mettait immédiatement des fourmis dans les jambes. Nous allions d'ailleurs souvent avec eux à Montparnasse, le nouvel endroit à la mode pour le tout Paris, pour danser des nuits entières en nous trémoussant sur les musiques nouvelles, jouées par un big band venant de la Nouvelle-Orléans. Titus et Tancred apportaient également avec eux toutes les dernières découvertes industrielles faites outre-Atlantique, et ils décidèrent d'ailleurs de créer avec mon grand-père une succursale de son entreprise à New York. De mon côté, même en tant que jeune maman, je ne m'imaginais pas oisive, et je décidai d'épauler Max dans la gestion du haras. Le monde du cheval de race est très particulier, et Max achetait et vendait des chevaux à toutes sortes de gens dans tous les pays du monde, et il devait pour cela partir en voyage extrêmement souvent, hélas. Lorsque j'étais enceinte de Flora, ou les premiers mois qui suivirent sa naissance, je ne l'accompagnais pas. Mais lorsque notre fille eut 1 an, Max me dit qu'il souffrait trop de nos séparations et me demanda si je pouvais désormais venir avec lui à chaque fois. Alors là, je dois dire que plusieurs choses rendirent mon esprit un peu confus et ma réponse un poil tardive. En effet, tout d'abord, je fus très heureuse que Max me demande d'être à ses côtés, car ses absences me pesaient beaucoup et, ayant une imagination fertile, je m'imaginais toujours le pire, c'est-à-dire un accident ou une liaison. Je ne suis pas certaine d'avoir le plus redouté l'accident. Mais ensuite, j'étais folle de Flora, et la laisser plusieurs jours par mois me semblait insupportable. À l'époque, pour un rendez-vous d'une demi-journée dans une capitale européenne, le voyage en bateau, en automobile ou en train pouvait prendre plusieurs jours. Toutefois, je savais que si je la laissais au château, elle y serait en sécurité et choyée au plus haut point. Et enfin, la dernière chose que je n'avais jamais osé avouer à Max, qui me prenait pour une héroïne conduisant sa voiture et sachant piloter un avion, c'était que lorsque je n'étais pas moi-même au volant ou aux manettes, je souffrais terriblement du mal des transports. Terriblement. Et donc tout moyen de locomotion hors le train, et encore, ou le pédalo, me rendait abominablement malade, le pire étant le bateau ou l'avion. Après avoir fait attendre un moment un Max légèrement décontenancé par mon manque d'enthousiasme à lui répondre, je décidai d'être brave et je lui sautai au cou en lui disant que oui, absolument oui, je viendrai avec lui partout désormais. Il m'embrassa avec fougue et me dit avec jubilation que nous partirions donc dès la semaine suivante pour l'Amérique du Sud où un éleveur argentin voulait absolument faire affaire avec lui. Nous devions dîner avec cet Argentin le soir même au Ritz. Et ensuite, zou, le bateau pendant 3 semaines, tu te rends compte ma chérie, 3 semaines sur un paquebot de luxe, toi et moi perdus au milieu de l'océan. Quelle horreur, mais impossible de revenir en arrière. C'est donc avec la tête d'une duchesse marchant vers l'échafaud, oui, d'une duchesse tout de même, parce que quitte à être malheureuse, autant avoir un titre élevé, que j'arrivais au Ritz pour rencontrer Don Diego Caballero. Ça ne s'invente pas pour un éleveur de chevaux. Je ferai d'ailleurs bien un petit aparté pour parler de la prédestination de certains noms, mais cela nous éloignerait du sujet, à savoir l'obligation de rencontrer ce charmant monsieur et surtout de monter à bord d'un monstre marin soulevé par la houle. Je rappelle que le naufrage du Titanic, mais aussi celui du paquebot Afrique en janvier 1920, était encore dans toutes les mémoires.
pour aller découvrir son beau pays dont je n'avais que faire. Bref, nous arrivâmes au Ritz et je dois dire que malgré mon teint un peu verdâtre, oui, la nausée m'envahissait déjà rien qu'à l'évocation de la houle. J'étais tout de même assez jolie dans ma robe Chanel dont les franges dansaient autour de mes jambes et le regard de fierté que me lança Max, suivi très rapidement par les œillades extrêmement appuyées du sieur Caballero, me firent comprendre que je ne laissais pas forcément la jante masculine indifférente. Nous passâmes à table et Don Diego se montra absolument charmant, même si, certainement malencontreusement, son genou frottait fréquemment le mien. Max ne voyait rien car leur conversation sur les équidés le passionnait au plus haut point. À la fin du repas, Don Diego me dit qu'il était absolument enchanté que je puisse venir avec Max pour découvrir son modeste domaine. Des milliers d'hectares, bien entendu. Et qu'il serait ravi que je fasse la connaissance de sa femme. Ouf, il était marié l'animal, au moins je n'aurais pas à courir dans les couloirs de l'hacienda pour le fuir. Enfin, il me prit fermement la main dans la sienne et me dit avec un accent que j'ai bien peur de ne pas savoir imiter. « Chère jolie petite Française adorable, je vais donner petite réception pour vous chez moi à votre arrivée et j'aimerais beaucoup que vous portiez cette petite babiole achetée dans petite boutique sur place pour le dîner en votre honneur. » Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Ritz à Paris, cet hôtel qui est un palace se trouve encore de nos jours sur la petite place Vendôme où sont installées de petites boutiques dans lesquelles on trouve de petites babioles des plus grands joailliers du monde depuis le début du XXe siècle. Et c'est donc un écrin de chez Cartier renfermant un collier de perles auquel était accroché en pendentif un diamant gros, comme le Ritz bien sûr, que m'offrit un Don Diego enchanté devant un Max un peu décontenancé. Il nous fit ensuite très vite ses adieux car son bateau à lui partait le lendemain à l'aube et il voulait rentrer en Argentine bien avant notre arrivée pour préparer la petite fête en notre honneur. Nous reprîmes Max et moi la route du château au volant de la dernière création de mon grand-père, une décapotable tout en acier élancée comme une fusée, un bijou de voiture. Max conduisait avec allégresse en m'expliquant en long, en large et en travers ce que nous ferions en Argentine et à quel point cette transaction était importante pour lui et pour le Hara. Il était convaincu que l'affaire était, je cite, bien emmanchée et que mon charme était un atout supplémentaire. J'étais certes flattée de penser que mon charme valait presque autant que celui des pouliches argentines, mais j'étais surtout affolée par le bijou inestimable que je tenais sur mes genoux. Après un moment, je demandais à Max si j'aurais dû refuser ce cadeau, et il me dit que ça aurait été un camouflet, qu'au contraire, il faudrait l'arborer le jour du dîner d'une manière spectaculaire. Dans la famille, ma mère et ma grand-mère avaient de jolis bijoux, mais nous ne faisions jamais de dépenses extravagantes dans ce domaine. D'abord parce que mon grand-père, ayant connu la pauvreté, disait toujours qu'il fallait en premier lieu entretenir le château et ensuite donner du travail au plus de gens possible. Les seuls excès qu'il s'autorisait étaient pour les fêtes fabuleuses qu'il offrait et qui rendaient tant de gens heureux. Ensuite parce que ma mère, avec sa beauté, n'avait besoin de rien pour la rendre encore plus éclatante et ne trouvait d'intérêt en matière de bijoux qu'à l'alliance toute fine en or que mon père lui avait donnée pour leur mariage. Quant à moi, j'avoue que depuis que j'étais jeune fille, j'avais eu peu l'occasion d'en porter, entre la pension, la guerre, puis ma grossesse et Max, et je dois dire que la bague et les boucles d'oreilles en opale qu'il m'avait offertes pour la naissance de Flora me convenaient parfaitement. Bref, nous n'avions jamais eu de pareils joyaux au château, et mon grand-père décida de mettre le collier en sécurité dans son coffre-fort jusqu'au jour du départ pour l'Argentine, le 20 septembre 1920. Je quittais ma fille pour la première fois, pour 1 mois, et j'avais le cœur en miettes, plus l'estomac déjà retourné. Attila nous conduisit au Havre, où nous embarquâmes pour une traversée qui allait s'avérer tourmentée dans tous les sens du terme. Oui, Archie. Oui, je sais que vous n'aimez pas les Argentins. Et qu'ils sont prétentieux, ça c'est vous qui le dites, hein. Et qu'ils sont moins bons que les Écossais au rugby. Oui, vous avez raison. Enfin, une belle équipe de rugbymen argentins, ça se laisse regarder quand même. Oui, je disais, rien ne vaut un rugbyman écossais. Oui. Bon, je vous laisse. J'ai une mi-temps qui m'attend. Alors à très vite pour la suite de mes aventures. Au revoir, au revoir.